Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Faites pas attention à la déco autour, hein. Je suis chez mes grands-parents, je fais ça où je peux, dès que je vois un coin tranquille. Et surtout ici, euh, ils ont la fibre, donc je vais pouvoir transférer les vidéos, ça va être rapide. Parce que chez mes parents à Bergerac, ça passe pas. J'ai un pote en Normandie, ça passe pas non plus. Sinon, il faut que je retourne sur Annecy où ça passe à peu près. Enfin, bref, voilà. Vous voyez, le réseau internet pour le transfert vidéo YouTube, c'est vraiment la galère. C'est pas facile. Ceux qui sont à l'étranger, je pense qu'ils vont tous dans les Starbucks. Il n'y a que là où il y a un réseau de qualité en général. Et encore, je suis pas sûr que ce soit tout le temps au top. Donc là, la dernière partie, c'était sur le financement. Donc on continue. Je voulais d'abord faire un point sur cette partie-là parce que si vous, dans le cas où vous n'obtenez pas le crédit ou vous voulez plus faire l'opération, vous avez un souci, vous vous rendez compte que ça se passe mal, il y a eu des événements dans les échanges avec le vendeur et tout, vous sentez qu'au final c'est pas sérieux. Donc franchement, l'idéal pour ça, c'est d'avoir mis 0 € de dépôt de garantie au compromis. Comme ça, si vous partez, même si vous êtes censé transmettre, vous avez la condition d'obtention de prêt et vous êtes censé transmettre des refus de prêt. Moi, ça m'est arrivé, là, je connais quelqu'un qui a, dans le cas de situation, il a disparu dans la nature, voilà, le vendeur, l'acquéreur plutôt, a disparu dans la nature, il a plus donné de nouvelles. Et en fait, dans ces cas-là, 90% du temps, le vendeur ne préfère pas bloquer le bien plus longtemps et annuler la vente et le remettre en vente tout de suite. Parce que sinon c'est des procédures, il faut qu'il parte en justice, qu'il poursuive l'autre personne. Voilà, il n'est pas sûr que l'autre soit solvable, donc si la personne n'a pas de sous, il récupérera jamais d'indemnité dans toute façon. Donc tout le monde lui conseillera et pour lui la meilleure chose à faire c'est ça. Donc vous n'avez pas trop de risques là-dessus. Et donc si vous avez des difficultés à obtenir votre prêt, vous voyez que vous n'y arrivez pas, parce que finalement votre situation, vous êtes mal préparé, vous avez mal anticipé et vous vous rendez compte que votre situation n'est pas en adéquation avec votre projet, et ben vous êtes censé présenter des refus de prêt, mais ce qui va se passer c'est que les banquiers que vous allez avoir en face vont même pas vouloir monter le dossier. Et les banquiers ne peuvent pas vous mettre une attestation de refus de prêt s'ils ne montent pas le dossier. Et les banquiers, ils sont pas fous, des dossiers, ils en font des tonnes. Vous croyez que ça leur fait plaisir de monter un dossier, passer 2 jours de boulot dessus, en sachant que au final, ça va être refusé. Donc au final, enfin, ils auront travaillé pour rien, quoi, pour eux. Donc ils n'ont pas intérêt à faire ça. Donc vous pouvez retrouver coincé comme ça et ne même pas réussir à obtenir dans les temps une attestation de refus de prêt parce que personne ne voudra monter le dossier, personne ne voudra vous délivrer l'attestation. Donc c'est vraiment une situation qui peut être compliquée. Donc voilà. Concrètement, pour vous prévenir que même si vous n'arrivez pas à avoir d'attestation de refus, il y a peu de chances que vous soyez embêté, mais vraiment l'idéal, voilà, et peu de chances que vous soyez embêté, mais si vous avez mis un dépôt de garantie, là, le vendeur, il s'en fout, hein, il dit au notaire, bon bah écoute, il n'a pas respecté la clause, tac, on prend, vous avez mis 10 000 € sur la table au compromis, il les garde, c'est perdu pour vous. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux, et vraiment il faut être, moi je vous conseille d'être intransigeant et de dire voilà, moi j'emprunte tout à la banque, j'emprunte à 110%, 120%, ce que vous voulez, mais j'ai pas d'argent de côté pour mettre un séquestre. Donc ce sera 0 €. Voilà. Après voilà, bon, si le vendeur ou machin est hésitant ou quoi, ou l'agent immobilier, bah, il faut mettre des garanties en face, voilà, il faut dire, faut les rassurer quoi, faut leur dire moi j'ai vu ma banque, je les ai consultés, ils me suivent à 120%, il n'y a pas de souci.
Et voilà. Par contre, j'ai pas d'argent à mettre sur la table tout de suite. C'est la banque qui prête. Donc voilà. Et sinon, en général, même si vous donnez une seule attestation de refus, souvent ça leur va pas, ils discutent. Il n'y a pas de règle là-dessus. Normalement, si vous en donnez une, ça marche, hein. Mais ils sont capables de discuter, etc. Et puis le notaire, il va dire bon, ben, on fait moitié-moitié, on vous rend la moitié du séquestre et puis l'autre moitié au vendeur. Ben non, vous avez le droit de faire marcher la clause. Donc souvent, ils exigent d'avoir deux refus. Et souvent au moins un des refus qui viennent de votre banque, quoi. Parce que si vous n'avez même pas consulté votre banque, et puis ce qui est très compliqué, c'est que ces refus-là, ils doivent être pile poil en adéquation avec la demande, avec ce qui a été marqué dans le compromis à la base, c'est-à-dire si vous avez mis un prêt sur 25 ans à un taux de 2,40 et vous avez demandé un prêt sur 7 ans à un taux de, je sais pas, je dis une bêtise, à 1%, et ben ça ne correspondra pas à ce qui a été noté dans le compromis et ce refus ne sera pas valable. Donc vraiment il y a plein de petites subtilités qui font que voilà, vous pouvez perdre votre séquestre assez facilement. Donc je vous conseille vraiment de ne pas en mettre. Donc maintenant on va aborder le cas où vous avez eu votre financement, vous avez galéré, vous avez fait plein de banques, mais vous avez amélioré au fur et à mesure votre business plan. Et voilà, vous avez réussi à trouver un partenaire pour vous financer votre projet. Donc c'est l'étape de la signature de l'acte définitif, donc l'acte de vente. Donc pour information, donc il y a le compromis qui est, donc ça engage les deux parties, donc l'acheteur et le vendeur, et la promesse de vente qui elle est unilatérale, c'est-à-dire qu'en tant que vendeur, on s'engage à vendre pour une certaine durée. Donc si vous vendez un bien, voilà, c'est juste une aparté, si vous vendez un bien, moi je vous conseille de faire une promesse de vente, parce que si vous voyez que ça traîne, ou voilà, au bout des 3 mois, le vendeur, l'acquéreur, pardon, a pas encore de financement, vous pouvez dire ben, on arrête, tac, on lui vend plus et on remet en vente. Alors que le compromis, il faut l'accord des deux personnes, acheteur et vendeur, pour pouvoir casser la vente. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et puis la promesse de vente, il y a aussi un élément, c'est aussi intéressant, ça permet aussi de faire la signature électronique. Voilà, donc c'est un peu plus rapide, c'est du bonus, quoi. C'est-à-dire la signature électronique, c'est-à-dire que vous allez chez le notaire et puis vous signez les documents sur la tablette, voilà, pour mettre les paraphes, là, les initiales sur chaque page. Ce qui est très important, c'est de visiter le bien la veille de la signature ou juste avant la signature. Si la signature est prévue à 16 h, vous demandez à l'agent immobilier de visiter le bien à 15 h ou à 14 h avant, pour vérifier que le bien correspond bien à ce que vous avez visité précédemment et ce que vous avez décidé d'acheter. Voilà, parce que ça peut arriver, je connais une histoire où il y a eu un dégât des eaux et donc la veille on a repoussé la vente et l'acquéreur a dit ben non, le vendeur contacte son assurance, il règle ce problème et après moi j'achèterai le bien quand ce sera réparé. Donc voilà, il y a ce genre de choses qui peut arriver, il y a plein de choses différentes et ce qui est important c'est de relever les compteurs, eau, électricité, gaz, voilà, vous faites la relève des compteurs pour statuer à tel changement. Voilà, les compteurs étaient et ensuite vous appellerez le fournisseur pour lui dire voilà, on refait un contrat, un changement de nom du contrat qui passe à mon nom, à tel arrêté de compteur, et le vendeur fait la même chose de son côté, il arrête le contrat à tel, et donc ça c'est des éléments qui sont inscrits dans l'acte définitif. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle également la réitération des présentes, l'acte définitif. Et c'est après purge du droit de préemption, donc je crois qu'il y a 1 mois pour la mairie qui a possibilité de préempter, c'est-à-dire de dire moi j'achète le bien au prix à la place de cet acquéreur, et dans ces cas-là vous avez très peu de recours, c'est très compliqué. Une fois que c'est purgé, vous pouvez acquérir le bien. Donc ce qui est très important, moi je me suis fait
tiré les oreilles, on va dire, par le notaire, parce que lors de la dernière acquisition, moi, je l'avais pas fait. Je sais pas pourquoi, mais ils sont assez pointilleux là-dessus. Bon, ce qui est important, c'est d'amener son chéquier, parce que si vous n'avez pas négocié le prorata, taxe foncière, charge de copro, vous allez devoir signer un chèque au vendeur le jour de la vente pour rembourser en fait ce montant-là, le prorata en cours d'année. Et puis, ce qui est très important, c'est l'attestation d'assurance. Il faut que vous preniez une attestation d'assurance à votre nom, vous appelez vos assureurs avant l'acte définitif et dire voilà, à partir de telle date, tel jour, le jour où vous allez signer, il faut que l'assurance soit en cours et il faut donner l'attestation d'assurance au notaire. Donc voilà, à ce moment-là, voilà, c'est très formel, hein, on vérifie, en fait c'est un résumé, un récapitulatif du compromis. On vérifie que toutes les conditions suspensives ont été validées. Et puis, si c'est tout bon, tout le monde est d'accord, tout le monde est content, c'est la remise des clés, tac, et puis vous pouvez sabrer le champagne, c'est l'apéro. Voilà. Et donc ensuite, c'est fini, vous pouvez prendre possession du bien. Et puis, il y a également un autre élément à la fin, c'est qu'il y a un reliquat. Donc en fait, c'est pas la partie c'est une partie de ce qu'on appelle couramment les frais de notaire. C'est la partie d'inscription aux hypothèques, quelque chose comme ça. C'est un reliquat que vous recevez au bout d'1 an ou 2 ans. Donc le notaire vous fait un chèque, il recalcule en fait les frais réels, le coût réel des frais, il majore toujours un peu, il recalcule le coût réel, et puis il vous fait un chèque. En général, voilà, si les frais sont bien calculés, ça fait 100 ou 200 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà. Sauf, j'avais noté, pour l'acte en main, parce que l'acte en main, vous considérez que c'est j'ai dû en parler précédemment au niveau du compromis, c'est vous considérez que c'est le vendeur qui paye les frais de notaire. Donc s'il y a un reliquat, c'est pas vous acquéreur qui allez le recevoir, c'est en toute logique le vendeur. Donc pour moi, c'est pas du tout intéressant. Voilà. Bon écoutez, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis mettre un commentaire. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler de la gestion, l'exploitation du bien. Allez, à tout de suite.